Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Dr Nafa, je suis un médecin en médecine d'urgence, spécialiste en médecine d'urgence. On m'a confié, donc merci pour MG Maroc, parce qu'ils m'ont confié de vous traiter un sujet qui est très intéressant, premièrement du point de vue épidémiologique et de fréquence, et puisqu'il y a beaucoup de nouveautés pour la prise en charge de cette pathologie. Donc, on va essayer, parce que nous, on est sincèrement 45 minutes pour traiter une question, ce n'est pas évident. Donc, on était vraiment très serré. On va essayer de parler en général. On va présenter un cas clinique. On va faire sortir de ces cas cliniques les réflexes les plus importants. Et en même temps, on va essayer d'animer une séance interactive pour voir les pratiques de chacun de vous, pour un petit peu corriger. Parce qu'il y a certainement il y a quelque chose à corriger et on va essayer de mettre ça sur des recommandations récentes. Okay? On commence par un cas clinique d'abord. Et on va voir comment vous allez traiter ce patient. Patient jeune âgé de 30 ans, asthmatique depuis 7 ans. Il présente 2 à 3 crises par mois, le plus souvent nocturne. Elle est traitée symptomatiquement parce qu'il a sa ventoline, son bêta-2 mimétique. Il le prend au besoin. Il n'y a pas de traitement de fond, d'accord? Il vient consulter aux urgences le soir vers le coup de 19h pour une dyspnée aiguë. Alors, l'examen clinique a objectivé alors qu'un patient qui est agité, premièrement, elle est agitée en position assise. Il ne tolère pas le décubitus dorsal, ça c'est important, on va parler de ça. Elle est apéritique, pas de signes d'hypoperfusion périphérique, c'est-à-dire pas de marbrure. Le pouls, il est à 130 battements par minute, donc le patient est très rapide. Avec une tension artérielle à 10,6. Bon, on va parler de ça par la suite. Polypnique, 35 cycles par minute. Il a des difficultés à parler, à tousser, il n'arrive pas à tousser, à parler. Son thorax est distendu et il est hyper sonore à la percussion avec un tirage intercostal. L'auscultation pulmonaire montre des râles sibilants diffus au niveau des 2 champs pulmonaires. Par contre, l'auscultation cardiaque est nickel, il n'y a pas de problème, c'est un jeune quand même. Et le débitmètre de pointe, le DEP, le débit expiratoire de pointe, il est inférieur à 30%. Le reste de l'examen est sans particularité. Alors, votre conduite thérapeutique. Sinon, des réflexes sur ce cas. Et là, des signes de gravité. Quels sont les signes de gravité que vous connaissez? Donc, des signes de tirage. Donc, il y a des signes respiratoires, des signes cardiaques, des signes neurologiques. Ça, c'est important. L'agitation, oui. La distension thoracique, non, pas vraiment, parce que les asthmatiques en général, ils ont une hyperinflation thoracique, la distension, donc elle est habituelle. Est-ce qu'il y a de débit expiratoire de pointe? Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont manipulé un débit expiratoire de pointe, un débitmètre? Oui, d'accord, parce que ce n'est pas évident quand même. Hein? Lorsqu'on demande à un patient asthmatique en crise, dans les urgences, tu lui demandes de souffler dans un tube. Pas logique. Il n'accepte pas. Je veux savoir comment vous pouvez convaincre un asthmatique de souffler dans un tube. Comment vous allez lui expliquer? Mais normalement, pour nous et pour beaucoup de gens, surtout à l'étranger, c'est le meilleur moyen et c'est un moyen obligatoire pour l'évaluation d'une crise d'asthme aiguë. C'est comme le dextro en matière de diabète. C'est important. Hein? C'est comme un ECG pour un cardiaque. Donc, une évaluation par le débit expiratoire de pointe, elle est obligatoire. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises sur cette base. Débit expiratoire de pointe inférieur à 30, c'est très méchant. Vous n'avez pas le droit d'envoyer un patient avec un DIP inférieur à 30% à la maison. Donc ça, c'est clair et net, d'accord? Donc, comment on procède techniquement, juste pour parler de ça, parce que c'est important. Donc, on prend le débitmètre et on demande au patient de souffler sur le débitmètre, d'accord? Et prendre une inspiration profonde et faire une expiration soufflée rapide, très courte, 1 à 2 secondes. D'accord? Et après, le débitmètre, il va c'est-à-dire donner une idée sur le résultat. Donc, inférieur à 30% par rapport au débit habituel. Le débit normal, il est à combien à peu près? Vous avez une idée? Entre 400 et 600 millilitres.
D'accord? Un patient, quand est-ce qu'un patient, on ne lui demande pas de souffler sur le débitmètre? Quand est-ce que ça devient très dangereux et c'est déconseillé? Quand le volume mobilisé par le patient est inférieur à 100 millilitres. Ça, c'est important. Et comment on peut savoir? C'est que tu lui demandes de souffler sur le débitmètre, il souffle et tu vois que c'est moins de 100. Ne tente pas une autre fois, parce que non, tu vas aggraver ton patient, d'accord? Ça, c'est la limite qu'ils ont fixée dans les recommandations, la Société française de médecine d'urgence, 2018. Ils ont fixé ça. Ne demandez jamais à un patient de souffler dans un débitmètre lorsque la première fois, tu constates qu'il est inférieur à 100 millilitres. C'est bon, arrête, elle est très grave. Vous allez l'aggraver. Dans tous les cas, les patients, ils coopèrent très mal pour le débitmètre. Donc, le DEP, c'est important. Pourquoi? Pour décision, premièrement, classer le patient, est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Et deuxièmement, pour prendre une décision correcte. Est-ce que le patient, vous allez envoyer chez lui? Est-ce qu'il va rester? On va parler en détail des critères d'hospitalisation, des critères d'hospitalisation REA, service froid en pneumologie, et quand est-ce qu'on prend la décision pour envoyer le patient chez lui avec un traitement à domicile. OK? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Comment vous allez procéder? Donc, il y a la fréquence cardiaque. Elle est rapide, le patient, c'est normal, avec l'époxy. Donc, la position, c'est important. Position demi-assise. C'est la position d'attente d'un patient qui présente une détresse respiratoire. Toutes les détresses respiratoires, les 3 pathologies qu'on connaît, nous, asthme, BPCO, OAP. Très fréquent. Donc, c'est les 3 étiologies qui entraînent une détresse respiratoire au niveau des urgences. En général, c'est ça. Donc, la position d'attente, position demi-assise. On n'oblige jamais les patients à se mettre en décubitus dorsal parce qu'on a vu pas mal de gens qui demandent aux patients de se coucher. Donc ça, c'est pas bien. Donc, le patient se met dans une position la plus physiologique possible. OK? Alors, est-ce qu'on va mettre de l'oxygène ou pas? Ou bien est-ce qu'on va demander autre chose? Radiothorax, rapidement, sur le champ. On envoie le patient faire la radio ou bien sur place, c'est-à-dire avec la machine, c'est déplaçable, donc il faut faire une radio sur place. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a un autre moyen c'est-à-dire un autre moyen de diagnostic qu'on peut faire? Il est tellement important, hein? On l'oublie souvent. Le débit expiratoire de pointe, c'est quoi? Gazométrie. La gazométrie. Mais à condition, hein? L'oxymètre de pouls, oui. On a oublié de mettre l'oxymètre de pouls, mais c'est tellement important aussi. Mais la gazométrie, il faut être sûr de 2 choses. Premièrement, qu'elle est bien étalonnée. Parce que pas mal de fois, quand vous faites une gazométrie, sur un appareil qui n'est pas très bien étalonné, avec un réactif qui n'est pas vraiment fiable, là, il vous induit en erreur. Parce qu'il vous donne les électrolytes, il donne le pH, la pression artérielle CO2 et la pression artérielle d'oxygène. S'ils sont erronés, tu pars d'un autre côté. Donc la conduite thérapeutique, elle est vraiment erronée. Faites attention que la gazométrie soit fiable. D'accord? C'est déjà suffisant, oui. Dans les autres hôpitaux, la plupart des hôpitaux maquinage gazométrie en général. D'accord? C'est largement suffisant. Et il coûte cher, dans les 700, 800 dirhams, donc quand même... Voilà, on n'a pas de... Oui, d'accord, OK. Alors, on suppose qu'on a fait une gazométrie chez ce patient, il a trouvé ça. Est-ce que c'est méchant? Qu'est-ce qu'on voit? Le pH 7,43. pH normal, c'est 7,35, 7,45. Donc, il est normal. Il est dans l'intervalle normal. Le pH CO2 est à 52 mm de mercure. Il est hypercapné parce que la valeur normale du CO2, il y a 35,45. 35,45. Vous voyez le chiffre qui vient après le pH, c'est-à-dire 7,37, 7,45. Donc, pH CO2, c'est 35,45. 52, c'est-à-dire il est en hypercapnie. Capnie, c'est-à-dire le CO2 dans le sang. Normalement, un asthmatique, quand il est gêné, il fait quoi? Il hyperventile. Il zerbe la ventilation. Pourquoi? Pour éliminer le CO2 ou pour يدخل l'oxygène. Comme il élimine le CO2. Normalement, خاصة نكونوا hypocapnie. Le CO2, il hyperventile. Donc, il va éliminer le CO2. La normale, tu dois avoir une hypocapnie. Et quand vous allez trouver l'hypercapnie, c'est méchant. C'est-à-dire que le patient est fatigué. Fatigué dès la deuxième phase. Il n'arrive pas à éliminer. Donc, il est en bradypnée. Ça, c'est méchant. Faites attention parce que la gazométrie, pourquoi je vous dis c'est important? Et le malade, il est dans quelle phase?
Wesh, la phase d'adaptation, il a toujours ses réserves, l'hypocapnie ou l'hypercapnie. Quand tu as l'hypercapnie, non, c'est méchant. D'accord? Ça, c'est important. PaO2, la normale, c'est supérieur à 60%. Elle est bien. Le HCA3-, c'est-à-dire les réserves alcalines, ils sont à 29 normal. La normale, c'est entre 22 et 28. Donc, c'est une réaction pour s'adapter à une hypercapnie. Donc, mais surtout, pH, PaCO2 et la PaO2. D'accord? Le pH, un petit mot sur le pH. C'est un critère de gravité. Je vais vous parler un petit peu rapidement. Je vous donne les mots-clés. pH. Quand est-ce que c'est méchant? L'acidose sévère. L'acidose, elle est méchante. Parce que l'acidose, mais aucun traitement, il l'effet d'yellow. C'est connu. La plupart des médicaments, antibiotiques, bêta-2-mimétiques, noradrénaline, l'adrénaline, mais l'acidose sévère, c'est-à-dire inférieure à 7,20, c'est-à-dire les médicaments, l'acidose, les récepteurs, ils sont paralysés. Voilà, c'est comme un curare. C'est pour ça que c'est important la gazométrie. Nous, on se base trop sur la gazométrie. Donc, quand tu as le malade en acidose, inférieur à 7,20, il est très grave le malade. Donc, tu ne te poses pas de questions. Des fois, on est poussé à passer du bicarbonate pour alcaliniser un peu, pour permettre l'effet des médicaments. D'accord? Mais faites attention à ça parce que pour moi, tu fais une gazométrie, tu as 3 éléments à voir. pH, PaCO2, PaO2, baraka. C'est largement suffisant pour avoir une idée. Donc voilà les éléments que je les ai dit pour faire sortir de cette gazométrie. Donc elle est importante, mais à condition étalonnée au correct. D'accord? Alors, les signes de gravité. On a parlé des signes de gravité. Pardon, le PC, il va se décharger. Une seconde. Il n'a pas mal. Alors, les signes de gravité, on a parlé déjà des signes de gravité, on va juste les citer. Donc alors, les signes de gravité, c'est connu. Il y a des signes de gravité gazométriques. L'hypercapnie, l'acidose sévère. L'acidose inférieure à 7,20. L'hypercapnie supérieure à PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure. Les signes neurologiques, l'agitation, d'accord, le coma. Mais en général, l'hypoxie, le cerveau, c'est comme un bébé. Lorsqu'il a moins d'oxygène, moins de glucose, il s'agite. D'accord? Il n'accepte pas. Donc faites attention, lorsque le patient s'agite, c'est-à-dire il est hypoxique. D'accord? Deuxièmement, les signes cardio-circulatoires. Donc le cœur, pour un sujet qui est jeune, qui a un patrimoine cardiaque qui est jusque-là correct, il peut supporter, avec la tachycardie qui est là, 130, 140, il va décompenser quand même. Jusqu'à combien de fréquences cardiaques on peut supporter? La formule, c'est l'âge moins 220 moins l'âge, pardon. 220 moins l'âge. Donc, il faut avoir cette idée dans la tête. Le patient jusqu'à combien, mais à condition que le cœur soit sain. Quand il fait chez Mouchkil, 220 moins l'âge, son battement, la 110, il peut décompenser beaucoup de pathologies. D'accord? Et puis la saturation. Quelle est la saturation correcte? Parce qu'il y a beaucoup de discussions dans ce sens pour la saturation. SPO2, c'est 96, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'ils ont fixé ça. Ils étaient clairs. Parce que nous, avec les étudiants, quand le moniteur il affiche 100% SPO2, il est content. Il sature très très bien. C'est pas bien.
Vous savez que l'oxygène, c'est un médicament. Il est très nocif. Alors, quand vous donnez trop d'oxygène à ton patient, أول مشكل كيدير l'effet shunt pulmonaire. ثاني مشكل les radicaux libres d'oxygène. Ils sont méchants. Et l'oxygène, c'est un puissant vasoconstricteur. D'accord? C'est un puissant vasoconstricteur. Faites attention à ça. Oui. La hyperbare, c'est autre chose. Ah, la hyperbare, c'est autre chose. Il y a des indications précises. Mais le premier réflexe qu'il faut faire, quand vous levez la tête, vous voyez la saturation pulsée en oxygène 100%, il ne faut pas être très content. L'oxygène, vous êtes très généreux en matière d'oxygène. D'accord? Donc, objectif, ça a été fixé. C'est entre 94 et 98. Baraka. OK? Et ça dépend des malades. C'est vrai, il y a les BPCO, tu peux supporter des taux d'oxygène nasal jusqu'à 90, mais des fois, on a des malades avec 88. Ou il est bien portant. Au contraire, le taux d'oxygène dans le sang, tu le dérègles. Parce que il a des chiffres d'oxygène nasal. L'autorégulation cérébrale, les 95, quand vous voulez le faire sortir ou l'envoyer chez lui, le taux d'oxygène. Donc tu ne peux pas le faire sortir. L'oxygène, il désature. Mais c'est toi. Donc plus ou moins, c'est nosocomial. D'accord? C'est à l'hôpital que tu as provoqué ça. Donc faites attention parce que normalement, saturation, avant moi aussi, j'étais content quand je vois la saturation 100%. Je me dis, voilà, je suis efficace. Tu n'es pas efficace. Tu es en train de léser ton patient. Faites attention. Donc 94, 98 maximum. Les moyens d'oxygénation. Hein? Ah, pardon. Oh là là, je ne connais pas le mot de passe. Le mot de passe me dit. Donc, les moyens d'oxygénation, كاينين 4 ياك دابا ولاو مع الكوفيد ولاو 6. نبداو من le plus basique, lunettes à oxygène. ياك lunettes à oxygène. Le masque, quel type masque? C'est gros, c'est vague. Masque pour nébulisation. والسميه الاخرى لا ماشي هذاك من بعد. Masque pour nébulisation ou bien le masque de Venturi. Masque de Venturi. Donc nébulisation c'est plus facile. Masque à haute concentration. C'est des niveaux. ماشي من الاول كندير لي ماسك à haute concentration. 4 شنو كاين؟ La VINI, la ventilation non invasive. 5 le petit flot. Connaissez le petit flot ديال Covid? C'est des lunettes à oxygène avec très haut débit, aucun bronchio, avec le système à le respirateur. C'est très confortable pour les malades. باش دير لي un masque تخنقوا كدير ليه le petit flou, c'est efficace et vraiment très supporté, bien supporté par les patients. Au dernier recours, bien sûr, intubation, ventilation, dire sous machine. D'accord? Donc ça, c'est des grades. Mais ne bedèche une masque à haute concentration dès le début. En général, chez l'asthmatique en général, merci, on met le masque de nébulisation, nébulisation par la suite. Donc le masque de Venturi, ok? Alors ça, c'est... Bon, on va continuer comme ça pour qu'on soit orienté. Alors, les signes de gravité, c'est ça, impossibilité de parler, de tousser, la non-tolérance de la position couchée, le pouls, donc le patient est rapide sur le plan respiratoire et sur le plan cardiaque, donc il est rapide. Signe de lutte, le débit expiratoire de pointe inférieur à 30, c'est méchant. Et l'hypercapnie au gaz du sang. Avec l'acidose, je n'ai pas mis l'acidose, mais l'hypercapnie, c'est-à-dire que tu es dans la deuxième phase de la crise. Ok? Alors, votre conduite, mettre l'oxygène. On a déjà parlé de ça. Alors, l'admission à la salle de déchocage, parce que nous, on travaille dans les urgences, on trouve des fois des patients, des rhinos dans une chambre normale. Alors, il faut une surveillance très étroite et une surveillance rapprochée. Donc, l'orientation, l'infirmier de triage se oriente ou déchocage ou là, une salle normale. Dans ce genre de patient, quand tu as ces signes, salle de déchocage, il faut qu'il soit surveillé de près. D'accord? Donc, on a traité le patient et... Oui? Nébulisation. Il y a une différence, ça dépend de la saturation. La nébulisation, parce qu'on n'a pas mis la saturation pulsée en oxygène, parce qu'elle était basse. Quand tu as une saturation pulsée en oxygène, pour un patient qui est jeune, quand même, il n'a pas de pathologie vraiment méchante. Il a tout son parenchyme pulmonaire, comme on dit.
il doit avoir une saturation correcte. Mais si tu as une saturation inférieure à 90, plus ou moins inférieure ou égale à 90, tu dois mettre le masque à haute concentration. Le temps d'augmenter les saturations, après vous mettez le masque de nébulisation. Si vous voulez plus de détails, c'est la nébulisation, l'oxygène. Est-ce que, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut nébuliser avec quoi? Là, je parle de gaz. C'est tout. L'air. Vous savez qu'on peut nébuliser avec de l'air. Moi, quand j'ai vu ça, la première fois, je trouve ça bizarre. Nébuliser avec de l'air, comment on fait? Parce qu'ils disent que l'air, quand tu as une bonne... Parce que l'oxygène, il est nocif. Quand tu as une bonne saturation, 96, 97, tu mets de l'oxygène, l'oxygène. Donc, tu vas être nocif, surtout les effets chintes, la vasoconstriction. Donc, il y a des gens qui nébulisent avec de l'air. Mouchkil, pour nébuliser avec de l'air, il faut une machine particulière, qui se met un compresseur de l'air. D'accord? Mais j'ai vu des gens faire ça, mais bon, à l'étranger, pas ici. Kainin, c'est de l'air compressé. Voilà, c'est des machines qui compriment l'air, Kainin, mais on ne les achète pas. Parce que c'est un privilège, plus ou moins c'est un luxe. En général, on nébulise avec l'oxygène, c'est tout. Donc la nébulisation, c'est possible. Juste pour vos informations, c'est possible quand vous entendez quelqu'un dire que je nébulise avec l'air, il faut croire ça, ça existe. Ok, surtout lorsqu'il a une bonne oxygénation. Ok. Alors, quels sont les autres gaz qu'on peut utiliser? L'oxygène, à l'air, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous connaissez? Oui, ce n'est pas les médicaments, les gaz. Oui. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler d'hélium? Hélium. À l'étranger, c'est des bouteilles. C'est un mélange oxygène avec l'hélium. Héliox. Oxygène avec hélium. Héliox. C'est un gaz très léger. Voilà, c'est ça. Mais le problème de gaz, c'est que pour un patient, il faut s'assurer qu'il n'a pas de pneumothorax. Parce que les cavités vides, il peut exploser un pneumothorax qui est muni, il peut s'aggraver, d'accord? Donc ils font ça, mais l'avantage de l'Indo, c'est qu'il est très léger, il permet de véhiculer le bêta-2 mimétique très rapidement. Il diffuse très rapidement et d'une façon très facile, il est très fluide, très léger, d'accord? Mieux que l'oxygène. Donc les gaz, oxygène, air et hélium. Donc ça existe plusieurs types de gaz, d'accord, en matière d'asthme. Ça ne marche pas. C'est dingue, tiens, problème technique, comme toujours. Alors, les traitements que vous allez donner à ce malade, il faut appeler le technicien. Donc, le traitement, on a dit l'oxygène, on a parlé de oxygène, air, hélium. Deuxièmement, les médicaments, les médicaments. Du bêta-2 mimétique, les bêta-2 mimétiques, d'accord? Oui. Ça, c'est important. Voilà, parce que la voie d'administration bêta-2 mimétique, quand vous dites le salbutamol, qui est une nébulisation la plus privilégiée. Zid. L'autre voie, injectable, oui, injectable fine. Subcutané ou intraveineux continu. Zid. Est-ce qu'il y a autre moyen? Zama, spray. Spray, Zama. Vous voulez dire spray, oui. Donc, pour les dernières recommandations, ils disent que normalement, nébulisation. D'abord, le mouchkil, si on dit nébulisation, les gens les font le périphérie, les petits patelins, qu'est-ce qu'ils disent? Mais il y a des gens dans des centres de santé, mais nébulisation. J'ai travaillé là-bas et j'ai vu ça. On était obligé de donner par voie sous-cutanée. En sous-cutanée, ça donne de bons effets en attendant de le transporter dans une autre structure. Mais il ne faut pas mettre un moyen de plus ou moins débrouillage, même s'il n'est pas recommandé. D'accord? En sous-cutané, dans les recommandations de la Société française de médecine d'urgence, nébulisation. D'accord? D'accord, merci. Donc, bêta-2 mimétique, nébulisation. C'est des ampoules qui sont à 5 mg et les dosées. Directement. Avant,
parler de nébulisation. Là, les formes, شوف les médicaments ماشي بحال بحال راه ماشي اللي كيتعطى en intraveineux ولا sous-cutané ديرو في nébulisation. Pas du tout. C'est des gouttes. C'est des solutions de 5 mg déjà briquées, c'est prédosé. كتخويه في le masque de Venturi في la chambre. Voilà. Avant, oui. Ça c'est vrai. Il y a un autre médicament liban par la suite, les on l'utilise. Bah, c'est ça. On l'associe avec le bêta-2 mimétique. Avant, bon, on a appris bêta-2 mimétique, Brecanil, tout ce que vous voulez. C'est un cc. Il y a 5 mg. Ou 4 cc de sérum salé qu'on dure dans la chambre pour nébuliser. D'abord, dernièrement, ça, recommandation, il parlait d'un autre médicament qui s'appelle les anticholinergiques. La trouvons. Bromure d'ipratropium, voilà le nom chimique. Bromure d'ipratropium. Non, pas du tout. Non, ما كاينش l'indication باش نتفاهموا. Là, j'ai traité corticoïde, on ne donne pas de bromure d'ipratropium. Bromure d'ipratropium, c'est la trouvons. Tiens, prédosé, des petites ampoules. Donc on mélange les deux. Dans la même chambre pour la nébulisation, que dire sérum. On ne met pas de sérum. Qu'on dira Brecanil plus la trouvons. Qu'on خلطوهم. La chambre, qu'on dira nébulisation. 6 à 8 litres d'oxygène en général. D'accord? C'est une bonne association. Il faut savoir les utiliser. Les anticholinergiques, la trouvons, bromure d'ipratropium, parce qu'il y a beaucoup de conduites qui ne sont pas vraiment bien basées. Il y a des gens, bon, bêta-2 mimétique. Vous faites comment? Nébulisation, combien de temps? 20 minutes, un quart d'heure à 20 minutes en général, il n'y a pas de grande différence. Donc vous nébulisez la première fois, je me présente, j'ai fait une crise d'asthme grave. Nébulisé, bêta-2 mimétique, قلنا غتزيدوا هاد لا تروفون بلا ما دير sérum salé sur 15 à 20 minutes. Deuxième nébulisation, la maladie va mal dès le début. هذه هي la recommandation. وكدير une seule nébulisation تروفون في الساعة الأولى وحدة. ما تعاودش لا تروفون parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. تفهمنا parce que c'est ça la conduite. Mais une seule fois في الساعة et après toutes les 8 heures. D'accord? Donc, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, donc faites attention parce que je vois, il y a des gens, chaque fois qu'ils nébulisent, qui disent la trovon. Qui disent la trovon, on va voir les effets secondaires des anticholinergiques. Elle est bien. Hein? Parce que ce n'est pas une bonne pratique. راه وحدة اللي كديرها في la première nébulisation. Après, كدير Ventolin بوحدة avec le sérum que vous avez dit. D'accord? تفهمنا? Donc, chaque 20 minutes, يعني في الساعة كدير chaque 20 minutes, هي 3 المرات. Nébulisation 3 fois, c'est ça la règle. Que j'ai le malade en crise d'asthme grave, qu'elle dire 3 nébulisations. L'oula fait le mélange des deux, bêta-2 mimétique plus la trouvon. Ou l'autre, qu'elle dire bêta-2 mimétique bouhdo. باش نتفاهموا, d'accord? Avec des sérums salés. 5 mg. Ils sont déjà dosés. Sinon, solution الكبيرة. كتاخذ 5 mg, il y a 1 cc. 1 cc بارك عليك. Ou 4 cc de sérum salé. Est-ce que vous donnez autre chose? Médicaments. D'abord, médicaments, hein? 6 à 8 litres. Si tu as une désaturation. Mais dans tous les cas, tu dois nébuliser avec l'oxygène. On n'a pas d'air, on n'a pas de compresseur d'air plutôt. D'accord? Oui? Corticoïdes. Troisième médicament. Donc, je me suis fait le médicament bêta-2 mimétique, les anticholinergiques, la trouvons, tel, tu vois, corticoïdes. Corticoïdes, c'est blessé. Corticoïdes, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de corticoïdes. Premièrement, voilà, la voix. D'abord, ils se valent, oui, mais vous savez que les recommandations, ils disent que les corticoïdes, il vaut mieux tant que le patient peut les prendre hier dans par voie orale. Tant que le patient, il peut les prendre par voie orale. Par voie orale. Hein? Voilà, justement, on cherche la solution de facilité. عنده لا فوا عنده كل شيء دي فوا كيجي كيقول لك خديت كورتيكويد وكتزيدو سوفون كيكون كياخذو ولا كيقول لك راه جيب غير كورتيكويد في الدار قبل ما نجي وكتزيدو انت كورتيكويد نو خداه نو خداه في الدار سي بون نو خداه في الدار سي بون ها بيان سور خصك تعطي لا دوز نهضروا على لا دوز دونك corticoïdes ils ont privilégié la voie orale
d'accord? C'est mieux. Si le patient il a du mal à tousser, à parler, agité, trouble de conscience, le patient, tu risques de l'intuber par la suite. L'estomac c'est vide. Mais là, c'est une situation particulière, d'accord? Donc, mais par contre, si le patient est conscient, il peut avaler, il peut boire. Attends, corticoïdes par voie orale. Ok? Inhaler, oui. Inhaler, mais inhaler pas en urgence. Inhaler, c'est un traitement de fond. Ils disent que ce n'est pas la peine de donner le corticoïde par voie inhalée sur le champ parce qu'en urgence, ce n'est pas très efficace, ce n'est pas très commode, d'accord? Quel est l'autre médicament? L'adrénaline. Quand on a l'adrénaline pour un asthmatique. Deux indications. L'adrénaline, c'est le traitement de choix pour l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, réaction allergique, piqûre d'abeille, allergie très grave avec odème de Quink, l'adré, le corticoïde, adrénaline, d'accord? Et en matière d'asthme aigu grave, deux indications. État de choc ou la malade de l'arrêt cardiaque. Donc le traitement, l'adrénaline, tu ne peux pas l'utiliser n'importe quand. Là, je vais dire l'adrénaline. Mais non. L'adrénaline, l'anaphylaxie, l'odème de Quink, l'arrêt cardiaque, l'état de choc, dire l'adrénaline. L'adrénaline injectable. Et tu peux l'utiliser, hein, nébulisation. C'est décrit. Il y a des études qui disent ça. On peut nébuliser. C'est ça. C'est pour ça que nous, dans le contexte marocain, en général, tu ne peux pas être tu peux affirmer à 100%. Et tu l'as dit non, mais dis l'adré ou l'adré. D'accord? Je parle des zones qui sont un petit peu lointaines, l'adré. L'adré moujouda, ça, donc utilisé comme matière d'arrêt cardiaque et tout, donc donc il y a des gens qui utilisent l'adré en sous-cutané nébulisation, même dans le crise d'asthme. ولكن شوف, il faut être sûr qu'il n'a pas de problème cardiaque. شوف, malade déjà tachycarde mais l'hypoxie, tu donnes l'adrénaline, d'accord, il va décompenser la cardiopathie. Donc les médicaments, l'adrénaline, oui. Tu peux donner l'adrénaline, oui. Bien sûr, شوف corticoïde كتعطيه. Le délai. غير المشكل اللي كيكون هو voilà, mais c'est ça. دابا الناس l'idée اللي عندهم سي كو corticoïde, oui, c'est une solution potion magique. كلشي كتعطي corticoïde, ولكن الكورتيكويد راه il va pas agir sur le champ. Minimum 1 heure. داروا des études لقاو 1 heure. حيت les corticoïdes راه ماشي بحال plusieurs types. كاين لي ميثوكسينات دي كورتيزون, كاين le méthylprédnisolone. Ce qui est recommandé, méthylprédnisolone. C'est le fameux Solimédrol. Donc, هذا كتعطي une dose de 1 mg par kilo. D'accord? Il y a en général 120 mg, entre 80 et 120 mg. Injection, كتاخذ voie veineuse, كتبدا nébulisation, كتinjecter corticoïde. Non, intraveineux direct. Intraveineux direct, lâche l'IM. Tu es en urgence, tu prends une voie veineuse. Pourquoi tu vas mettre l'IM? Non, tu vas tarder. Donc, sous les médrols, 120 mg si vous voulez. Sinon, mais il y a le misoxynate d'hydrocortisone. La petite ampoule khadra, dosée à 100, que ça entre 2 et 3 ampoules. Il y a 200 et 400 mg. C'est ce qui est recommandé. Donc les sociétés savantes, ils disent ça. Corticoïdes, sous les médrols, tu peux le méthylprédnisolone, sinon les misoxynates d'hydrocortisone. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qu'on peut donner en matière d'asthme? C'est vrai, hein? Oui. Sulfate de magnésium. Sulfate de magnésium. Elle est bien. Oui, la toxémie gravidique. Tu as raison. Mais elle est utilisée en matière d'asthme aigu grave. C'est les Indiens, les pays de l'Est, parce qu'ils ont beaucoup de gens, ils ont fait beaucoup d'expériences. Mais les sociétés savantes, les Kénines, l'Europe, plus ou moins, ils ne veulent pas valider, tout simplement. Mais on peut dire sincèrement, parce que, si tu veux. Mais en général, c'est des sulfates de magnésium donnent de bons résultats. Voilà, tu dois le mettre en deuxième lieu, si le malade est grave. D'accord? C'est un anticalcique au niveau des bronches. Donc, c'est un bronchodilatateur. Il agit sur la bronchoconstriction. Donc, le sulfate de magnésium, il ne faut pas le banaliser.
Il y a même des gens, ils l'ont nébulisé. Nébulisation carrément. Mais en général, la dose, c'est 2 grammes par voie intraveineuse sur 20 minutes. Donc à 20 minutes, c'est sacré. Voilà, c'est la même chose. Donc sur 20 minutes, 1,5 à 2 grammes. كدوز في G5 sérum glucosé doucement. Donc en général, donc c'est une alternative, mais ils disent que vraiment si le patient est très résistant, c'est une crise d'asthme très résistante, tu donnes tout ça, le malade est civil toujours, il est toujours fatigué. C'est-à-dire après la première heure, après les trois séances de nébulisation. Donc les 3 séances de nébulisation la première heure, c'est sacré. Il ne faut pas les banaliser. Dire la décision. Est-ce que c'est une crise d'asthme grave qui ne répond pas? Donc, deux sulfate de magnésium. Ampoule injectable. Non, injectable. Sauf nébulisation, des études, ils n'ont pas confirmé. Sauf dire injectable. Donc, du sérum glucosé, c'est des ampoules de 1,5 à 2 grammes. En plastique, en général. D'accord? Voie orale, non. Non, pas du tout. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres médicaments? Les médicaments, il y en a assez. Il y en a beaucoup. Donc, bêta-2 mimétique, corticoïde, l'atrovent, anticholinergique, le sulfate de magnésium, l'adrénaline, zid baqi واحد كانوا كيديروه الناس. Non, pas du tout. C'est l'antihistaminique. L'effet diallo, c'est un peu retardé. Voilà. Là, en matière de bronchoconstriction. Non. Antagoniste de quoi? Les xanthiniques. Thiophiline, le fameux thiophiline. Le thiophiline, elle est utilisée par les anciens médecins. Ben oui, elle est bannie du terrain. Thiophiline qui dit ah, thiophiline, oui. Pourquoi? علاش حيدوه? À votre avis, علاش حيدوه? Effet secondaire خايبين. Donc la marge thérapeutique, مع la dose toxique, قريبة. Derrière qui dose les effets secondaires. Donc ils l'ont banni parce qu'elle est très difficilement maîtrisable. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont banni. Tu ne peux pas les contrôler. Donc la thiophiline, avant, elle est efficace. Hein? On ne la voit plus, ça fait c'est bon. D'accord? Donc les médicaments, déjà les médicaments, tu as un arsenal thérapeutique assez important quand même. Donc, mais restez basique. Bêta-2 mimétique, j'associe l'atrovent la première fois sur 20 minutes. La nébulisation, bêta-2 mimétique plus le sérum. 3e nébulisation, bêta-2 mimétique aussi seul, qui est la première dose, mais les corticoïdes. Les corticoïdes, mais ils vont agir que dans 1 heure. Et l'action 4 à 6 heures. Donc, je toutes les 6 heures. Tu peux donner à toutes les 6 heures. Hein? Donc, on donne 2 fois toutes les 6 heures. Hein? 1 mg kilo. 1 mg. 1 mg kilo. Mais en général, oui, bien sûr. Les méthylxénate d'hydrocortisone, entre 200 et 400 mg. Le petit. D'accord? Là, avec là, intraveineux. Mais si le patient peut le prendre par voie orale, on a dit que tu peux lui donner par voie orale. Nébulisation. L'oxygène, masque direct. Et l'oxygène, tu règles entre 6 à 8 litres par minute d'oxygène. Sur la clinique et sur le DEP. Le débit expiratoire de pointe est tellement important qu'il y a une précision. Dextro. Quand tu traites avec l'insuline, donc le seul moyen c'est technique. On n'est pas habitué à l'utiliser. Et la plupart des gens ont peur de ça et le malade résiste. Il ne veut pas souffler sur la vache. Qui briche? Oui. 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 Tout ça, c'est excellent. Je pense que c'est une approche très pointue. C'est dans un contexte spécialisé avec des moyens qui ne sont pas disponibles dans le cabinet. Là encore, on a moins de 10 minutes. Si vous pouvez nous orienter à quel moment on doit s'arrêter. Exactement. Chauffe, tu as des signes de gravité au cabinet. Est-ce que vous avez de l'oxygène? Vous n'avez pas d'oxygène? Non. L'extracteur ne va pas faire l'affaire. Chauffe, l'extracteur d'oxygène, mais il va l'affaire. Tu ne vas pas pouvoir nébuliser avec un extracteur. Hein? Nébulisateur Kane. Vous pouvez utiliser un nébulisateur avec
La ventoline. Même ventoline spray. Chez ventoline spray, dire la chambre. On nébulisez bien. Il y a des gens qui font ça. Tu peux traiter. Vous pouvez faire l'affaire. Vous pouvez soulager le patient. Chauffe le patient, la cabine, il peut boire. Attaque corticoïde, par voie orale. La chambre, si tu peux nébuliser. Sinon, qui dit les sprays, des bouffées. Voilà, je sais, j'ai vu. Donc, vous pouvez nébuliser, il ne faut pas trop perdre du temps. Le minimum de signes de gravité, trouble de conscience, tachycarde, envoyez-le. Oui, normalement, des bouteilles d'oxygène et tout, juste pour pouvoir régler le problème sur le champ, si vous pouvez le régler. Oui. Oui, vous pouvez agir. Les formes graves, sauf pour moi, tu as une forme grave, tu envoies le patient. Oui, il faut envoyer le patient avant qu'il ne s'aggrave encore plus. Toujours la même chose. Non, il n'y a pas de différence. غير قلت لك السلفات de magnésium, c'est grave maintenant. La même chose. La même chose. La même chose. Il n'y a pas de différence. La saturation pulsée en oxygène, il faut la surveiller, la fréquence cardiaque. Au cabinet, oui. Donc, il faut avoir un petit peu de moyens. Bien sûr. Je vais vous dire une chose beaucoup plus importante. C'est avec le temps qu'on voit ça. Quand est-ce que, sans faire la gazométrie, vous pouvez avoir une idée sur l'hypercapnie? C'est ça, c'est important. Les sueurs, quand vous voyez le patient en sueur, il faut l'hypercapnie. Le مريض chauffe. Les patients qu'on a vus qui drôlent avec des sueurs, l'hypoxie vraiment agitée, quand le traitement commence à faire son effet, c'est un signe particulier. Les sueurs, ils disparaissent. C'est un signe particulier, c'est important, pathognomonique. Oui. Mais quand il y a l'hypercapnie, qui est sûr, ça 100%. C'est un signe de bonne évolution. C'est un réflexe clinique. Tu n'as pas besoin de faire une gazométrie. Ah, donc, oui. Là, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va... D'accord, donc rapidement, on va passer gazométrie, évolution. Je veux juste... ce malade, il s'aggrave sur le plan respiratoire et la mal. Une question, est-ce que l'asthmatique est la mal? L'asthmatique, مني كيجي عندك. Voilà, elle est gênée. ما ضرها حتى حاجة. ما عمرك يقول لك j'ai mal. Réflexe très important. Quand l'asthmatique il vous dit j'ai mal, c'est ça. La radio de thorax, tu es au cabinet comme tu dis, tu ne peux pas. Mais on va faire une radio. Donc, la radio de thorax, c'est important. Quand le malade a mal, c'est-à-dire chauffe, poumon. Le poumon, il n'est pas innervé. Le poumon, parenchyme pulmonaire, on draine des fois dans le poumon. Ça arrive, c'est des accidents qui arrivent. Quand on draine thoracique dans carrément le poumon, parenchyme pulmonaire. Le malade n'a pas mal. La radio, tu es étonné. Par contre, la plèvre, la paroi, ça fait très mal. Quand tu as un pneumothorax, distant la cavité pleurale, commence à réclamer la douleur. Point de côté qui me dit. Et quand un asthmatique, il réclame la douleur, il pneumothorax. Voilà. Faites attention à ça, c'est un réflexe très important. C'est parmi les complications de l'hyperinflation. D'accord? Donc ça, c'est le premier message. Donc le malade, il s'aggrave. Premier réflexe, il faut penser à un pneumothorax. Vous voyez, parenchyme pulmonaire, qui est dans la trame du parenchyme pulmonaire, elle est noire. Donc c'est un pneumothorax. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà drainé un pneumothorax? Exsuffler, oui. Tu peux exsuffler s'il y a des signes de gravité. Mais normalement, on a un pleurocat. Ça s'appelle le pleurocat, c'est un drain thoracique رقيق. كنديروا علاش حيت le patient, tu vas drainer le pneumothorax, خصو يخرج. Si tu mets un gros drain de gros calibre, tu vas drainer, ça fait très très mal, il y a beaucoup de risques. Donc un petit drain, sinon il faut exsuffler, d'accord? Donc première complication, malade asthmatique et la mal, pensez au pneumothorax. Deuxième réflexe, fièvre. Pneumopathie. Donc l'asthmatique, les trois étiologies les plus fréquentes,
non adhérence au traitement, il n'adhère pas au traitement, il y a traitement وقت ما بغا كينقص لا صافي راه وليت مزيان. L'exposition au froid, surtout l'hiver. Ouais, bon, il faut un soutien psychologique. Ouais. Le mot asthme, ça fait peur, ils ne veulent pas l'entendre. Donc c'est ça. Bah, c'est des malades, qu'est-ce que tu veux? Donc dans tous les cas, lorsqu'ils attrapent froid, lorsqu'ils ne prennent pas leur traitement, les étiologies, l'infection. Ou le pneumothorax, ça peut être une étiologie comme ça peut être une cause. Parce qu'il faut savoir que le poumon d'un asthmatique n'est pas normal. Les alvéoles qui sont fragiles tellement. D'abord l'asthme, c'est quoi? Le patient qui دخل, il y a un piégeage. Ou ما كيخرجش, ما كيقدرش يخرج, il y a un piégeage d'air. Donc le thorax كيبقى يتنفخ, donc كنسميوه l'hyperinflation. Donc les alvéoles terminaux, ils deviennent très fragiles et ils peuvent se confliter ou attaquer le pneumothorax. C'est ça le problème. Donc le pneumothorax peut être une étiologie, mais peut-être une conséquence. Ok? Donc l'asthme, c'est une inflammation chronique des branches. Crise d'asthme grave, aiguë, c'est une crise avec des symptômes qui peuvent engager le pronostic vital, tout simplement. Donc les définitions ne sont pas vraiment très précises. Ça, c'est l'infection, l'antibiothérapie, c'est clair. Les germes les plus fréquents, qu'est-ce qu'on vise? Pneumocoque, hémophilis influenza en général. Là, ما عندكش الزهر le staphylocoque parce qu'il est résistant. D'accord? La durée 10 jours en général. D'abord, actuellement, l'antibiothérapie, ما بقاش ديك l'antibiothérapie ديال 12 15 jours 3 semaines. كلشي ولا قصير avec une bonne dose. كيبحوا الوقت. D'accord? Même les aminosides, ياك جونتاميسين. كلشي كيخدم جونتاميسين. دابا شحال لا دوز جونتاميسين؟ شحال كتعطي؟ 3 شحال 3 قلتي لي لا دوري لا دوز. Vous êtes vraiment au-dessous de la dose. شوف مريض ما عندوش insuffisance rénale. ما عندوش l'insuffisance rénale. 320 في littérature. 160 قبل fois 2 et 3 jours. Vous allez avoir peur. Oh بزاف. Les reins وداك الشيء انا كنقول لكم le rein مزيان. Le rein il est correct ما فيه حتى مشكل. Tu dois donner la bonne dose. Donc la bonne dose une durée courte. علاش؟ حيت les germes لا عطيتي une petite dose هادشي كل il développe des résistances وحيت كتعطى مره في النهار. دونك هذيك عطيتيها في الصباح مشيتي وصل 6 العشيه 8 العشيه لا دوز كتنزل كنسميوها لا كونسونطراسيون مينيمال انيبيتريس داك السيمي كتنزل لو جيرم كيعاود عاوتاني. D'accord? Voilà justement. Donc il faut donner de bonnes doses avec une durée courte. 320 sur 3 jours. وما تخافوش منه surtout il faut être sûr de la bonne fonction rénale. Rapidement. Hospitalisation bien sûr. Il faut toujours évaluer la gravité, donner aux chances en nébulisation. ما نزربوش les intubations parce que je ne veux pas parler d'intubation, c'est un peu spécialisé. Et une surveillance clinique continue, meilleure prévention. Donc c'est une urgence médicale. Il y a combien d'asthmatiques dans le monde? Pour avoir une idée. 400 000. 400 000. Quand même. 400 000. Combien de personnes décèdent par l'asthme par jour? في العالم 1000 100 1000 1000 décès chaque jour راه في النهار وكم 1000 décès par jour في le monde. La prévalence au Maroc شوف لي chiffres في المغرب شويه صعاب ما ايفالياسيون ما كاينش اللي كيعطيك لا بريسيزيون 10%. La prévalence 10% من 100 كاينين 10 en général. يعني كتحسب لي زونسيون والجداد هذه هي لا بريفالونس. داكور؟ دونك دارت واحد لا تيست فاس هما اللي عطاو هاد لي شيف فاس ومراكش الرباط جمعوا لقاو 10% لا بريفالونس. دونك لو décès quand même. Par quoi meurent les asthmatiques? Dernière remarque, par quoi? باش يموت l'asthmatique باش يقدر يموت لك. Pneumothorax très rarement. شوف pneumothorax bilatéral جوج جويه لا ما عندوش الزهر يقدروا يقتلوا. جهه واحده شي مشكل يصبر. Le poumon, donc l'hypoxie sévère avec une bronchoconstriction très très sévère والمريض ما كيوصلش عندك يعني كيموت en pré-hospitalier كيتسمى l'asthme aigu grave suraigu. C'est ça, suraigu, ça c'est l'asthme اللي خايب ما كيوصلش للمريض. داكور؟ باش يقدر يموت عاوتاني pas du tout. Oui, le cœur
Le cœur, bien sûr que le cœur, il décompense. Un asthmatique plus un cœur, c'est méchant. Faites attention. Parce que premièrement, la tachycardie, voilà, la tachycardie, elle décompense toutes les pathologies. Il faut savoir que l'asthme, il entraîne une insuffisance cardiaque droite, par la suite, qui va diminuer le remplissage du ventricule gauche et une diminution de la tension artérielle et l'état de choc. D'accord? Est-ce qu'il y a autre message? Donc, ils meurent par ça, les asthmatiques. Oui, donc, Inch'Allah, donc merci beaucoup. Et... Nous vous remercions. Professeur Navin, c'était très intéressant. On aura demain, Inch'Allah, un atelier avec professeur Navin, demain à 9h15. C'est le choc cardiogénique. Donc, du coup, et en votre nom et au nom de MG Maroc, on remercie professeur Navin pour sa présentation. Merci beaucoup. Je pense que c'est le moment pour passer à table.